Bonjour à tous les troisièmes, j'espère que vous allez bien. Félicitations à tous ceux qui ont rendu leur DM sur la construction européenne, d'autant plus que la plupart de ceux qui me l'ont rendu, à quelques rares exceptions, c'est vraiment un travail qui est sérieux, donc félicitations. Aujourd'hui, on va continuer donc ces cours à distance. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on va aborder un nouveau chapitre d'histoire avec donc ce chapitre, le monde d'après 1989. Comme d'habitude, je mets sur Pronote la fiche intro, le cours, etc. pour que vous puissiez avancer dans votre cahier. Ici, c'est plus histoire d'expliquer un petit peu, d'introduire ce chapitre. Donc, on quitte avec ce chapitre le triptyque. Triptyque, c'est quand il y a un ensemble de trois éléments, parce qu'on avait vu, vous vous souvenez, trois chapitres qui se passaient à la même période. La guerre froide, la décolonisation, la construction européenne. Tout ça, c'était dans le monde qu'on va dire d'après, qu'on peut qualifier d'après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ici, on avance dans le temps avec, en gros, c'est un petit peu, c'est le dernier chapitre sur le, pas normalement du programme, mais c'est le dernier chapitre qui concerne l'ensemble de la planète. Comme vous voyez, hein, le monde après 1989, il n'y a pas de fin, c'est-à-dire que théoriquement, c'est un chapitre qui peut aller jusqu'à nos jours, qui peut aller jusqu'à la guerre en Syrie par exemple, et même pourquoi pas aborder la question du coronavirus. Donc c'est euh, c'est un chapitre qui peut être très dense, mais comme d'habitude, on pourrait passer l'année sur un chapitre comme ça, le monde après 1989, énormément de choses à dire sur cette période, de 1989 à nos jours. Évidemment, on n'aura pas le temps de tout faire, donc il va falloir faire des choix. Voilà, hein, c'est ce que j'ai mis quelques images en vrac comme ça, un thème qu'on pourra aborder, la question des réfugiés, notamment syriens, les attentats du World Trade Center, la guerre en Irak, Israël-Palestine, le génocide du Rwanda, la montée en puissance de la Chine, ou encore le conflit en ex-Yougoslavie. On pourrait dire énormément de choses sur cette période. Et on va essayer du coup de dire les plus essentiels. Désolé pour voilà, les épisodes qu'on ne pourra pas traiter. Donc le monde après 1989, la date elle doit déjà interpeller. Le monde après 1989, pourquoi 1989? Alors je vous laisse peut-être 2 secondes de réflexion. Pourquoi cette date de 1989? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça correspond à un événement important, notamment qui marque la guerre froide, la fin de la guerre froide, c'est-à-dire notamment la chute du mur de Berlin. Alors, on aurait pu mettre le monde après 1989 ou le monde après 1991. Ce qu'il faut surtout retenir, donc date de la dissolution vraiment de l'URSS, c'est en gros, on va s'intéresser au monde d'après la guerre froide, après la fin de l'URSS. Et on va voir un petit peu, essayer d'analyser quel est ce monde justement après la chute de l'URSS et aujourd'hui. Alors, donc le plan la frise chronologique que vous retrouvez sur vos fiches d'introduction, le plan du chapitre qui domine le monde après 1989 en grand 1, grand 2, quels sont les conflits des années 90 et 2000, et enfin grand 3, quel est l'état du monde actuel. Donc on va essayer d'aborder ces trois thématiques. Pour amorcer ce chapitre, donc je vous présente une petite caricature, un petit dessin de presse donc de Chalvin qui est vraiment intéressant, enfin qui correspond parfaitement à notre chapitre. J'ai presque envie de dire que celui qui comprend si vous comprenez ça, vous avez presque compris l'essentiel du chapitre. Il dit vraiment le cœur de notre travail, dans le sens où on voit donc deux personnes qui sont en train de regarder deux puzzles. Celui-ci donc avec Ouest, Est, Tiers-Monde, et celui-ci beaucoup plus complexe, beaucoup plus de pièces, où on voit USA, Europe, Inde, Brésil, Chine, Russie, etc. Et le personnage dit, avant la chute du mur, les choses étaient simples. La femme ajoute, comme quoi le communisme avait du bon. Alors, certains ont peut-être déjà compris un petit peu le sens de cette caricature. Avant la chute du mur, les choses étaient simples. En gros, bah oui, avant la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire l'époque de la guerre froide, on va dire que le monde était assez simple à lire. Dans le sens où vous aviez le bloc de l'Ouest, avec les États-Unis notamment et leurs alliés, notamment l'Europe, le bloc de l'Est, ça pourrait être donc l'URSS, la Chine, donc en gros les pays communistes, et enfin le tiers-monde, les pays nouvellement indépendants, comme ceux que vous aviez étudiés, à l'instar de l'Inde par exemple. Donc on va dire que le monde était assez simple. Le monde actuel, il devient beaucoup plus complexe parce qu'on arrive du coup à ce qu'on peut qualifier, aujourd'hui on reviendra sur ce mot qui est un peu compliqué, de monde multipolaire, c'est-à-dire avec plusieurs, plusieurs pôles de puissance, multipolaire, plusieurs centres de puissance. Et là, vous en avez quelques-uns. Et, et en effet, on arrive aujourd'hui à un monde actuel où, en fait, il n'y a pas un seul pôle de puissance qui domine l'ensemble de la planète, ni même deux pôles. Et monde bipolaire, souvenez-vous, monde bipolaire pendant la guerre froide, et on va passer aujourd'hui à un monde multipolaire. Dans ce chapitre, on va notamment voir comment on passe de ce monde bipolaire à ce monde multipolaire.
Alors, en introduction, donc vous, soit vous imprimez la fiche d'introduction et vous pouvez le copier à l'endroit prévu, soit vous l'ajoutez tout simplement dans votre cahier après avoir noté le titre. Grand 1, qui domine le monde après 1989. Alors, avec deux unes du courrier international qui illustrent un petit peu ce propos, euh, j'ai envie de dire, je pourrais presque faire une petite plaisanterie si je disais que c'est l'histoire pour savoir qui domine le monde après 1989, c'est pince-mi et passe-moi sont dans un bateau, pince-mi tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste, pince-moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'URSS et les États-Unis sont dans un bateau, l'URSS tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Ben, les États-Unis. Donc du coup, le monde après 1989, en effet, ça va être le monde d'abord des États-Unis. Et on voit qu'on n'est pas tout de suite du tout dans un monde multipolaire, on est presque dans un monde unipolaire. Alors, je vais essayer d'expliquer ça avec la trace écrite qui est un petit peu longue. Donc, avec la chute de l'URSS en 1991, il ne reste qu'une seule superpuissance, les États-Unis. Ils vont dominer le monde pendant toutes les années 90. Donc, au lendemain de la chute de l'URSS, bah oui, il n'y a plus d'adversaire pour les États-Unis et il y a vraiment une phase de domination mondiale des États-Unis. Une domination assez exceptionnelle. On vous dit, j'ai noté, les États-Unis sont désormais le seul État doté de tous les attributs de la puissance. Ils disposent d'une domination économique, militaire, scientifique et culturelle. Alors économique, c'est impressionnant au début des années 90. En gros, les États-Unis ils produisent à un moment à peu près 40% de la richesse mondiale. C'est-à-dire presque la moitié de la richesse du monde est produite par les États-Unis. Au niveau militaire, le budget américain équivaut à celui de tout le reste de la planète additionné. C'est-à-dire qu'en gros, les États-Unis mettaient plus d'argent sur la table pour leur armée que l'ensemble de la planète. Scientifique, autre exemple, hein, tous les prix Nobel, enfin presque tous les prix Nobel de ces années-là sont des chercheurs américains. Enfin, il y a une surreprésentation des chercheurs américains dans les prix Nobel. Et culturel, alors là c'est la domination culturelle des États-Unis qui continue, mais peut-être de façon un petit peu différente. Alors voilà, oui, les films américains c'est les films les plus vus et ça reste encore le cas. Les séries américaines, la musique, les Disney, etc., les boissons, Coca-Cola, McDo, etc. Donc toute la culture américaine vraiment qui domine l'ensemble de la planète. J'ai noté donc, c'est le temps de l'hyperpuissance américaine dans un monde unipolaire. Donc après la chute de l'URSS, on est plus dans un monde unipolaire parce que les États-Unis dominent véritablement le monde. Cette vision au début des années 90 d'un nouvel ordre mondial basé sur la paix, la démocratie et l'économie de marché, avec les États-Unis comme gendarmes du monde, ne dure pas. Alors en effet, à un moment, au début des années 90, certains ont commencé à comparer les États-Unis avec l'Empire romain en disant que ils allaient en quelque sorte jouer le rôle de gendarmes du monde et qu'on allait arriver vers un monde pacifié. Il y a même certains philosophes qui ont dit voilà, qu'on arrivait à la fin de l'histoire, il n'y aurait plus de grands conflits, que tous les pays allaient évoluer vers la démocratie et l'économie de marché. Clairement, c'est pas ce qui se passe. La paix aujourd'hui, elle est introuvable dans certains pays depuis de longues années. Quand on prend la Chine, par exemple, les puissances qui dominent, parmi les puissances mondiales, voilà, la Chine, par exemple, c'est pas une démocratie et elle est loin de s'affaiblir. Donc finalement, et on verra qu'il y aura tout un ensemble de conflits qui montrent qu'en fait, ce rêve un petit peu, ce rêve pour certains, en tout cas ce rêve américain, mais en tout cas cette vision d'un monde qui serait dominé pour longtemps par les États-Unis, voilà, ça faisait penser l'Empire romain, quoi, des siècles et des siècles de domination. Certains disaient peut-être les États-Unis, ça va être le nouvel Empire romain, etc. Pas du tout. En fait, au bout de quelques années, on se rend bien compte que les choses changent très rapidement. Avec par exemple, dès le début des années 2000, autour des années 2000, alors un événement symbolique qui est, pas symbolique, il y a eu plus de 4000 morts, je dis des bêtises, mais un événement donc avec une énorme portée symbolique en tout cas, parce que voilà, c'était extrêmement choquant pour ceux qui l'ont vécu. Les attentats donc d'Al-Qaïda le 11 septembre 2001 sur les tours du World Trade Center, on reviendra dessus peut-être dans des études de cas après. Et il y a aussi des nouvelles concurrences, c'est-à-dire que très vite, à partir des années 2000, il y a certains pays qu'on appelle les puissances émergentes, comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud par exemple, qui vont contester de plus en plus le pouvoir américain. Et donc aujourd'hui, clairement, les États-Unis ne sont plus, depuis les années 2000, la seule grande puissance, il y en a plusieurs, et donc on parle de monde multipolaire. Alors, cette expression de monde multipolaire, voilà, il ne faut pas oublier l'Union européenne là-dedans, on pourrait voir, voilà, c'est l'idée que le monde, il est divisé entre plusieurs grandes puissances, entre plusieurs pôles de puissance, qui commercent ensemble, qui parfois s'affrontent, pas forcément militairement pour l'instant, mais ça peut peut-être arriver,
Euh, Après, je me dis, cette idée d'un monde multipolaire, des fois on peut se poser un petit peu la question, quand on voit la puissance de la Chine et des États-Unis et les tensions qui existent aujourd'hui, s'il n'y a pas un petit retour de monde bipolaire à certains moments. Mais il ne faut quand même pas oublier l'Union européenne, hein, parce que malgré tout, ça reste quand même une grosse puissance économique. Donc voilà, différentes unes hein, du courrier international qui montrent voilà, l'affrontement entre voilà, les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'on arrive à un nouveau monde vraiment avec enfin, plus que l'émergence, le développement assez incroyable de la Chine. Voilà, c'est des choses ben, voilà, qui marquent notre époque. Donc voilà un petit peu comment on est passé, après la chute de l'URSS, d'un monde unipolaire, avec la seule domination des États-Unis, une fois que l'URSS s'est effondré, à un monde multipolaire, c'est-à-dire un monde dominé par tout un ensemble de puissances, enfin par différents pôles de puissance. Alors cette carte, hein, jusque dans votre livre, c'est juste pour montrer ben, voilà, que si on prend une carte aujourd'hui des différents conflits et zones de tension actuelles, ben, on se rend très vite compte que ben, on est très loin de la paix qui pouvait être espérée à la fin de la guerre froide. On se dit ben, peut-être qu'on va rentrer dans une nouvelle période de paix et de stabilité. Pas du tout, les zones de conflit sont très importantes. Hein. Voilà, que ce soit dans la Corne de l'Afrique, au Moyen-Orient, et puis tout ça, ça continue. Petite parenthèse, hein, quand même, là je vois à Afghanistan, j'ai lu un article du Monde aujourd'hui, enfin là il y a des différents attentats qui sont commis en Afghanistan, qui sont passés un peu sous silence avec la crise du coronavirus, mais là il y a quand même des forces, enfin des terroristes pour le coup, mais voilà, là, si ça ne frappe pas un pays européen, mais ils sont quand même rentrés dans un hôpital, et plus précisément donc dans une maternité, et ils ont ouvert le feu sur des femmes qui allaient accoucher, enfin voilà, des choses. Enfin bref, c'est une parenthèse, mais c'est quelque chose, enfin, voilà, quelque chose qui m'a vraiment marqué là ces derniers jours. On se dit, mais c'est pas vrai quoi. Enfin, c'est incroyable, incroyable ce qui s'est passé là en Afghanistan. Bref, et sinon, bah voilà, la menace terroriste hein, qui est toujours d'actualité, et puis aussi des conflits entre certains pays, par exemple entre l'Inde et le Pakistan, alors qu'ils ne sont pas forcément des conflits ouverts, mais qui sont des conflits qui peuvent exploser, sans parler d'Israël, Palestine, etc. Donc voilà, on voit qu'on est dans un monde qui n'est pas du tout pacifié. Alors, dans le grand 2, quels sont les conflits des années 90 et 2000 ? Alors, on verra qu'il y aura de très nombreux conflits. On va en étudier certains. Et le premier qu'on va étudier, ce sera donc le génocide au Rwanda. Je mettrai les liens là, des deux petites vidéos qui présentent ce qu'est ce génocide au Rwanda. Mais tout ça, ce sera donc l'objet d'une prochaine vidéo. Et notamment, on va étudier le génocide du Rwanda à travers une photographie, celle-ci. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.